Depuis une vingtaine d'années, les caméras de surveillance fleurissent dans les villes comme Bruxelles. Elles permettent de surveiller le trafic, par exemple, pour le fluidifier ou pour pouvoir agir plus rapidement en cas de problème. C'est une surveillance positive, on va dire ça comme ça. Mais il existe aussi un revers de la médaille. La surveillance et la mobilité peuvent être une excellente excuse pour suivre et pour fliquer un petit peu les déplacements des usagers que vous êtes, que nous sommes. Alors, mobilité sur surveillance, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui et on en parle avec deux invités. Bonjour, moi c'est Koen van de Kerkhove, je suis le directeur du centre de mobilité de Bruxelles Mobilité. Notre mission, c'est le monitoring et la gestion de la mobilité sur les voies régionales de Bruxelles-Capitale. Je m'appelle Edgar Schotz et je suis président de la Ligue des droits humains. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une petite question. Koen, si on vous parle mobilité en 2023, un mot qui vous vient à l'esprit? C'est un défi. C'est un défi. Et vous Edgar, un mot? Mutation. Une mutation. La mobilité sous surveillance, on en vient, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et Koen, on commence avec vous. Il y a un centre de surveillance, un centre de monitoring plutôt de la mobilité qui a été inauguré il y a environ 1 ou 2 ans au niveau de Bruxelles Mobilité. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'on monitore dans ce centre? Voilà, c'est notre Brussels, on est dans le Brussels Mobility Center et on surveille nos équipements d'un côté et on surveille la mobilité de l'autre côté. On fait un monitoring sur la mobilité. Vous êtes avec la STIB? On est dans le même bâtiment de la STIB, en effet, oui. Ça permet de centraliser un petit peu tout ça, de faciliter les échanges? Voilà, on va construire des synergies aussi ou des collaborations avec eux, oui. Qu'est-ce qu'on surveille au quotidien? Qu'est-ce que ça permet, ce centre de mobilité? Une partie du monitoring qu'on fait et du surveillance qu'on fait, c'est sur les tunnels, bien sûr, parce que là, il y a un aspect sécurité il y a une ordonnance aussi qui nous impose ça, une directive européenne aussi. Et de garantir la sécurité des usagers. C'est-à-dire en cas d'accident, par exemple, en cas d'incident aussi? En cas d'incident, on a eu l'année passée 2 incendies aussi. Là, c'est très important que nos équipements fonctionnent et qu'on détecte à temps. Et pour ça, on doit surveiller les équipements et ce qui se passe dans les tunnels. Ouais. Et alors, comment ça se passe dans ce centre de surveillance? Est-ce qu'il y a des caméras qui visibilisent en quelque sorte directement dès qu'il y a un incident, qui permettent de les identifier en tant que tels? Voilà, dans les tunnels, on dispose de détection automatique d'incidents. Et donc, si on observe un piéton, un véhicule à l'arrêt, le début d'un embouteillage ou de la fumée qui se dégage, les systèmes vont détecter ça sur les images sans qu'on intervienne et remonter une alerte vers les opérateurs qu'on a en salle, en fait. Quels axes sont surveillés? Quels axes? Quelles artères? Donc, on surveille tous nos tunnels, les tunnels à une certaine longueur. Et il y a quelques carrefours stratégiques et la petite ceinture, par exemple, où on a des caméras en surface aussi pour observer et monitorer la mobilité. Oui. Et donc, tout est centralisé en un endroit, c'est un petit peu ça l'idée? Oui, toutes ces images et infos de nos équipements aussi viennent dans le centre de contrôle, dans nos permanences, en fait, la permanence technique et la permanence mobilité. C'est ça. Ça, c'est une surveillance positive, en quelque sorte, pour la sécurité, le bien-être des Bruxellois. Edgar, je me tourne vers vous. Est-ce que la centralisation des données, comme ça, de manière beaucoup plus générale, quand on parle de données informatiques, est-ce qu'il y a certains aspects sur lesquels il faut se méfier de temps en temps? J'ai tendance à dire qu'il faut se méfier sur tous les aspects, y compris quand l'intention est bonne. L'idée n'est évidemment pas du tout ici de dire que Bruxelles Mobilité a des velléités de Big Brother. Simplement, toute constitution de données, de bases de données qui permet d'être couplée avec d'autres bases de données est potentiellement problématique. Il y a un règlement européen qui
qui essaye de cadrer ça, de limiter, excusez-moi, de limiter ce qui peut être fait. Et ce qui est intéressant, alors ça ne concerne pas le centre de mobilité à proprement parler, mais c'est de voir que ce règlement européen, donc le RGPD, est encore insuffisamment digéré, pour le dire comme ça. On en discutait avec Koen tout à l'heure. Il y a un avant-projet d'ordonnance en matière de mobilité qui a été très très fort critiqué par l'autorité de protection des données et ça montre que les acteurs publics, mais les acteurs privés aussi d'ailleurs, n'ont pas encore tout à fait digéré toutes les obligations qui leur sont faites. Il y a des tas de pratiques qu'on pouvait mener depuis 25 ans et sans mauvaises intentions, mais qui maintenant sont très balisées, doivent être limitées, etc. Et on se rend compte que ce n'est pas encore suffisamment le cas. Koen, je suppose qu'il y a beaucoup de pare-feux qui sont mis comme ça, l'utilisation du RGPD, et ainsi de suite, à Bruxelles Mobilité par rapport à ce genre de choses au centre de surveillance. Oui, on est conscient des risques qu'il peut y avoir et notre infrastructure est bien sécurisée, bien sûr, non seulement pour la vie privée et l'RGPD, mais aussi parce que c'est une infrastructure critique, quoi. Je suppose que c'est énormément pour fluidifier le trafic aussi que vous utilisez ce centre. Par exemple, avec les données GoodMove, on sait que ça permet de voir en temps réel où est situé le trafic. C'est un petit peu ça l'idée aussi? Ça, c'est l'idée aussi, mais là, c'est des données de comptage qui n'ont pas de caractère de données personnelles. Ouais, donc, on récolte des données de comptage, on achète des données de temps de parcours et on essaye d'y faire ressortir des anomalies ou des choses qui doivent être gérées, quoi. C'est pour le vélo aussi, par exemple? Vous monitorez ce genre de choses aussi dans le centre de surveillance à distance, de centre de monitoring? On ne les intègre pas encore dans la gestion en temps réel, mais voilà, on utilise des données de comptage vélo, bien sûr, dans notre gestion de trafic, dans notre gestion de Carrefour, oui. Au centre de monitoring, c'est quoi les enjeux sur lesquels vous travaillez aujourd'hui pour les prochaines années? On veut mieux connaître la mobilité en temps réel, en fait. Ouais. Actuellement, on a très peu de données qui remontent et on veut investir dans plus de capteurs sur le réseau pour connaître la mobilité. Pour la gestion des feux, par exemple? Oui, pour la gestion des feux. On ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne connaît pas, quoi. Donc il faut avoir une meilleure connaissance du réseau en temps réel, quoi. Messieurs, vous restez avec nous. Tournons-nous tout de suite vers les enjeux de demain. Quand on parle de mobilité, innovation et surveillance, il y a des aspects positifs, on vient d'en évoquer certains, mais il y a aussi, en cas d'abus, des aspects plus négatifs. Prenons par exemple le smartphone avec lequel je suis pour l'instant en train de me filmer. C'est le smartphone que j'utilise aussi pour prendre les transports en commun, pour déverrouiller des voitures partagées, ou alors des applications que je peux utiliser pour me rendre un petit peu partout quand j'ai besoin de trouver mon chemin. Ce sont des quantités absolument énormes de données qui vont l'être de plus en plus au fur et à mesure du temps. Comment sont-elles utilisées? Comment s'en prémunir pour qu'elles ne soient pas utilisées contre nous? On en parle dans les prochaines secondes. Edgar, est-ce qu'il faut se méfier de nos usages de la mobilité à travers les smartphones, par exemple, les différentes applications? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des données gigantesques, on le sait, hein, maintenant je pense que tout le monde s'en rend compte. Et alors c'est pas tellement, je pense, le plus grand danger n'est pas tellement qu'on vous identifie, qu'on vous suive à la trace, etc. C'est plutôt qu'on vous profile en fait, et que sans savoir qui vous êtes, on n'a pas besoin d'avoir votre identité, etc. Mais on vous met dans une case et on vous propose toute une série de services, de biens, de façons de faire qui d'une certaine façon vous enferment. Enfin, on prédit votre expérience de vie et vos préférences, et ce faisant, on vous enferme dans ce que vous êtes déjà, pour le dire comme ça. On est quand même loin d'être en Chine où on sait que les solutions... Le problème, c'est le croisement des données, c'est ça en quelque sorte? Alors, il y a ce problème-là, le problème de la Chine, pour le dire comme ça, c'est que on en est loin et à la fois les technologies sont là. Ouais. Il suffirait d'un autre gouvernement pour qu'on y soit. Hein, donc c'est toujours compliqué ces questions-là, mais il va de soi qu'évidemment on n'en est pas à donner des notations aux citoyens en fonction de ça. Mais au fond, techniquement, si les Chinois le font, techniquement, on est capable de le faire. Et c'est vrai qu'il y a
C'est le problème. Hein. La question est tellement technique que les gens ne savent pas très bien par quel bout le prendre. On voit bien, en fait, je pense que l'effet principal du RGPD, qui est que vous devez autoriser les cookies quand vous allez sur un site, par exemple, hein, ça c'est l'effet le plus visible auprès des gens, ben, en fait, les gens ont juste l'impression que ça leur fait perdre du temps à 99%. Donc l'effet pédagogique n'est pas encore totalement réussi, je pense. On parlait de la centralisation des données. Est-ce qu'on peut faire de la fiction? Donnez-nous des exemples, par exemple, avec ce qu'on pourrait faire avec des données qui sont trop centralisées parfois. On pourrait. Un des gros dangers, c'est en matière d'assurance santé. Hein, si jamais les assurances ont accès à certaines de vos données de santé, ce que parfois elles réclament d'ailleurs, elles vont vous proposer des polices à la carte en fonction de vos antécédents, etc. Ce qui crée termes de mobilité, Koen, un centre comme celui de Bruxelles Mobilité, je suppose qu'il est extrêmement surveillé. Parce qu'il y a des données sensibles qui pourraient être celles du nombre d'utilisateurs ou du nombre de voitures qui passent dans un tunnel à un certain moment. Tout ça est très sécurisé. Comment ça se déroule par rapport à ça? Comment on se prémunit de tout ça? Voilà, nos infrastructures, il y a une directive aussi européenne qui nous impose de sécuriser nos infrastructures. Donc on applique ça et donc on sécurise. Mais les données anonymes n'ont pas de caractère personnel, une donnée de comptage. Oui, c'est ça, c'est des données qui sont anonymisées, qui restent des données de comptage pour fluidifier la circulation. Qui peut être intéressé, Edgar, par des données privées, que ce soit celles de mon téléphone, par exemple? Toutes les entreprises du monde et tous les États du monde. Pour faire de la publicité ciblée, par exemple? Pour faire, par exemple, la publicité ciblée, pour participer à affiner leur technique de profilage que j'évoquais tout à l'heure. C'est une économie gigantesque. Hein, et en fait, même la donnée, la trace la plus insignifiante, a priori, permet de compléter tout un réseau et d'affiner... En deux petits mots, comment se protéger de tout ça? En ayant conscience des enjeux, une fois sur 10, en allant voir ce qu'on autorise quand on autorise les cookies, par exemple. Merci, messieurs, pour cet éclairage sur demain. Faisons encore un petit bond vers le futur. Koen, un petit mot pour terminer. Quelle est votre vision de la mobilité d'ici 2100 ? 2100, ça c'est vraiment loin, mais je crois qu'à plus court terme, on aura les véhicules autonomes. Véhicules autonomes. Ouais. Il y a déjà pas mal de boulot là-dessus. Et j'espère qu'ils soient utilisés de façon collective aussi. Et vous, Edgar, la mobilité en 2100, c'est quoi? Moi, j'espère que la ville sera organisée de telle façon qu'on puisse tout faire à pied. Tout faire à pied. Voilà, on se retrouve dans un siècle pour voir qui sera le plus proche de la réalité. Merci à vous, messieurs. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour un autre thème de mobilité, parce qu'il y a toujours des choses à dire là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram.